Donc maintenant, nous allons compléter cette carte mentale et effectivement, nous allons voir qu'il y a une nouvelle dimension, un nouveau pas de géant qui est franchi avec la mise en œuvre de l'Union européenne. Alors, principaux objectifs. Ces principaux objectifs, première question qui vous était posée dans le livre, sont de renforcer l'économie européenne et la démocratie. Alors, le caractère économique dans la construction européenne, il est toujours présent. Les coopérations, depuis Jean Monnet, depuis euh, la CECA, ont toujours été des coopérations concrètes, des affaires, du libre-échange, la création du marché commun en 1957, voilà. Euh, on veut continuer de renforcer l'économie européenne, on passera sur les moyens qui sont proposés pour le faire, et la démocratie. Alors là, c'est intéressant, c'est-à-dire que cette construction européenne, la CE jusque-là, qui devient l'Union européenne, eh bien, elle doit être plus politique. Le changement de nom est important, hein. CEE, Communauté économique européenne, on dit bien que c'est une communauté qui sert à faire des affaires, à faire de l'économie. Union européenne, c'est pas une communauté, c'est une union. Union, ça fait penser à mariage. C'est vraiment le rapprochement de ces États. Et Union européenne, on est tous des Européens, on coopère ensemble. L'économie n'est qu'une part, maintenant, du projet européen. Et d'ailleurs, on parle d'établir une citoyenneté et une défense commune, qui sont deux points extrêmement importants. Donc là, vous avez en gros le résumé de ce qu'il faut savoir, de ce qu'est l'ADN de l'Union européenne. Un projet pour renforcer l'économie européenne, un projet pour renforcer aussi peut-être son fonctionnement démocratique, et en établissant une citoyenneté et une défense commune. Alors, la nouveauté économique, elle est énorme, cette nouveauté économique, c'est le projet d'UEM, Union économique et monétaire, et en fait, c'est la monnaie unique. Alors, c'est acté et décidé dès 1992, il faudra 10 ans pour que cette monnaie soit effective, et au 1er janvier 2002, les Européens ont eu tous dans les poches, pour ceux qui adhéraient à l'euro, c'est pas tous les États européens qui l'ont fait, ont eu à ce moment-là la même monnaie dans leur poche. C'était un moment un petit peu émouvant, on se disait que on avait finalement un point commun concret avec tous les autres États de l'espace européen. Ça contribuait aussi symboliquement à nous rapprocher, même si ça avait avant tout une vraie vertu pour faire fonctionner encore plus facilement l'économie et donner du poids à l'économie européenne grâce à sa monnaie, face par exemple à la grande monnaie dominante du monde qui est le dollar. Alors dans ce traité de Maastricht 1992, il faut retenir la mise en place, qui va au-delà de la coopération économique, de deux mesures. Donc la citoyenneté européenne, vous n'êtes pas obligé de le noter puisqu'on va le retrouver ici, et la PESC, c'est-à-dire la politique étrangère et de sécurité commune. Alors ça veut dire quoi, politique étrangère et de sécurité commune? Politique étrangère, ça veut dire que l'Union européenne, en tant qu'union d'États, se propose d'avoir un avis commun et cohérent vis-à-vis des autres régions et États du monde. C'est une identité européenne qui s'affirme avec force. Et évidemment, on peut imaginer que s'il y a vraiment une politique étrangère commune, eh bien dans ce cas-là, eh bien l'Union européenne peut vraiment peser avec ses millions, ses centaines de millions d'habitants, avec la puissance de son économie. Politique étrangère et de sécurité. Donc de sécurité, ça veut dire que la sécurité de l'Union peut se décider aussi au niveau de l'Union. C'est pas simplement l'affaire des États qui composent l'Union européenne, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, etc. Mais c'est aussi une affaire qui peut être qui peut être prise en charge pardon, par l'Union européenne, et donc ça va être le début de développement de forces militaires communes. Alors elles existent, elles sont peu développées, c'est pas le point sur lequel l'Union européenne est la plus forte aujourd'hui, mais c'est à ce moment-là qu'on a commencé de le développer. Enfin, la citoyenneté européenne. Alors cette citoyenneté européenne, tous les citoyens des États membres ont la citoyenneté de l'UE. Si je suis
le ressortissant d'un pays de l'Union européenne, eh bien je suis citoyen européen. Ça veut dire que à votre citoyenneté nationale s'ajoute une citoyenneté internationale européenne. Alors dit comme ça, c'est pas forcément très clair, quoique vous l'avez étudié cette année en EMC. Vous êtes citoyen de la République française et donc citoyen de l'Union européenne. Et vous avez des droits. Ben, droit de circuler, de résider, vous pouvez aller habiter où vous voulez dans l'Union européenne, vous pouvez voter aux élections municipales, si vous habitez dans un pays de façon régulière, hein, de l'Union européenne, vous pouvez voter aux élections municipales, et enfin, vous pouvez voter aussi aux élections pour le Parlement européen. Alors cette année 2020 est une année quand même particulière puisque cette construction européenne a connu une fêlure avec le départ du Royaume-Uni qui s'est retiré de l'Union européenne, et ça a eu des conséquences pour les citoyens, par exemple d'origine de l'Union européenne, d'États de l'Union européenne, qui vivent au Royaume-Uni et qui, du jour au lendemain, bah, perdent notamment un droit. Ils ne sont plus, ils perdent le droit de pouvoir résider au Royaume-Uni sans aucune difficulté. Ils ne vont plus voter aux élections municipales, ils vont plus voter pour le Parlement européen au Royaume-Uni. Inversement, pour les citoyens britanniques qui vivent en France ou en Espagne ou en Belgique ou que sais-je, voilà. Bon, j'en reste quand même à cette citoyenneté européenne, un point assez important. Alors, je vais vous demander, quand même peut-être, d'aller un peu plus loin, juste pour que vous ayez entendu parler, parce que c'est pas un point qui est beaucoup, beaucoup vu, dans les salles de classe, c'est, cette citoyenneté européenne. On vote à des élections pour le Parlement européen. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Finalement, qu'est-ce que c'est que ce Parlement européen? Alors, eh ben, c'est un des éléments, un des rouages du fonctionnement de l'Union européenne. Je vais vous demander de prendre la fiche que je vous ai mis dans l'activité aujourd'hui. C'est un schéma des institutions de l'Union européenne. Et je vais vous demander d'essayer de le compléter en vous servant de celui qui est dans le livre. Alors attention, puisque les flèches ne désignent pas forcément exactement la même chose, premièrement, et puis euh, moi j'ai inversé le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne, ici, ils ne sont pas exactement dans le même sens. Je vous laisse faire le travail, vous lisez ce croquis dans votre livre, document 3 pages 129, lisez-le tranquillement, et après, ensemble, on complète ce croquis, ce schéma fléché.